n'est pas une valvulopathie très fréquente, mais elle reste d'intérêt médical, notamment dans le cadre des maladies familiales. Alors, très bien. Alors, on va faire une petite révision, si vous voulez, sur les critères d'un électrocardiogramme normal. Alors, vous allez bien noter ces critères parce que c'est très important. Ces critères donc, sont inspirés du code de Minnesota américain qui date quand même de 1960. Hein. Bon, les choses n'ont pas changé parce que l'électrocardiogramme ne peut pas changer. Alors, il y a 12 critères. Nous allons les voir un par un. Ça sera une petite révision sur l'électro normal. Hein. Alors là, pour l'examen, c'est très important de les connaître. Alors, premier critère, l'onde P est positive en D1, D2, nous le savons. L'amplitude de l'onde P en D2 est inférieure ou égale à 2,5 mm et la durée est inférieure à 0,12 secondes. Deuxième critère, une seule onde P sinusale précède chaque QRS. Alors, chaque QRS est précédé d'une onde P sur un électron normal. Ça aussi, c'est un critère très important. La fréquence sinusale est comprise entre 60 et 100 par minute. Nous l'avons vu et nous avons dit que la bradycardie avait une fréquence cardiaque inférieure à 60 par minute et que la tachycardie avait une fréquence cardiaque supérieure à 100 par minute. Quatrième critère, l'intervalle PR. Alors là, moi, ce n'est pas PQ. Moi, j'appelle toujours l'intervalle PR. Ça veut dire c'est le début de l'onde P, et début de QRS. Je répète, début de l'onde P et début du complexe QRS à une durée constante. C'est-à-dire qu'il est sur un électrocardiogramme, il a toujours la même durée. Et la durée normale, mes chers étudiants, elle est comprise entre 0,12 et 0,20 secondes. Donc, c'est entre 0,12 et 0,20 secondes. Cinquième critère de l'électrocardiogramme, c'est que les QRS ont un axe frontal entre moins 30 et 90 degrés. L'axe de QRS, selon les critères du Minnesota, est compris entre moins 30 et plus 90. Bien. Les QRS sont toujours fins. Les QRS sont fins. Et la durée de QRS est inférieure à 0,11 secondes, inférieure ou égale à 0,11 secondes. Septième critère, il n'y a pas d'onde Q, mais il doit exister une micro-onde Q en V6, V5 éventuellement, et D1. Je répète, l'onde Q existe, elle est toute petite et fine, en V5, V6, D1. Et il peut exister aussi une petite onde Q, une micro-onde Q fine, en frontale, voire QS en D3. Quelquefois, on a aspect QS qui est normal en D3. Alors, les QRS ont un aspect petit r, qui veut dire que l'onde R est inférieure à 5 mm, grand S en V1 et petit q, grand R en V6. Je répète, l'aspect en V1 et petit r, grand S. Ensuite, l'onde R va croître de V1 à V4 et l'onde S de V1 à V2. Les QRS ont des amplitudes de R et S modérées. Indice, donc, d'hypertrophie ventriculaire négatif. Le segment ST est isoélectrique au segment PQ. Isoélectrique, ça veut dire qu'il suit la ligne isoélectrique, qui est au niveau de 0 millivolt. Bien.
il y a quelques petites variantes où on peut avoir des sus-décalages physiologiques. Mais là, on ne va pas entrer dans les détails. 11e critère. L'onde T est asymétrique. L'onde T est asymétrique, on l'a vu, et positive. Sauf en AVR et en V1. En AVR, elle est toujours négative. En V1, elle peut être négative. Et parfois, elle peut être négative en D3 et en AVR. Et son amplitude maximum est inférieure aux 2/3. Son amplitude maximum, je répète, est inférieure aux 2/3 du QRS. Et son amplitude minimum est supérieure à 10% de l'onde R. Enfin, 12e et dernier critère, l'onde Q, ou plutôt l'intervalle QT corrigé, est normal. Alors, il y a plusieurs écoles. Ici, on dit qu'il est inférieur ou égal à 0,43 secondes selon Minnesota chez l'homme, inférieur ou égal à 0,45 chez la femme, donc 430 millisecondes et 450 millisecondes. Bon, sur le polycopier, vous avez presque les mêmes, la même durée, mais il y a des petites variations. Donc, toujours est-il que le QT est plus long chez la femme que chez l'homme. Nous, on note à peu près 450 ou 440 millisecondes chez la femme jusqu'à 450 et 450 à 460 millisecondes chez l'homme. Voilà donc les critères d'un électrocardiogramme normal. Donc, selon le code de Minnesota de 1960, 12 critères. Donc, vous les apprenez par cœur, c'est très important. Nous allons donc continuer l'électropathologique et nous allons donc commencer les hypertrophies. D'abord, par les hypertrophies auriculaires. Alors, les hypertrophies auriculaires, l'onde P est considérée comme normale lorsqu'il y a une juxtaposition de l'onde P auriculaire droite et de l'onde P auriculaire gauche. Je vais vous l'expliquer. Alors, il y a une juxtaposition, la dépolarisation de l'oreillette droite commence avant la dépolarisation de l'oreillette gauche. Il y a un petit décalage. Mais les deux vont se juxtaposer. La fin de la dépolarisation de l'oreillette droite survient avant la fin de la dépolarisation de l'oreillette gauche. Alors, l'hypertrophie d'une oreillette entraîne une augmentation d'amplitude des potentiels électriques correspondant à cette oreillette, en même temps qu'une augmentation de la durée de dépolarisation. Alors, hypertrophie auriculaire droite, P2, l'amplitude en dérivation D2 est supérieure à l'amplitude en dérivation D3 et supérieure à l'amplitude en dérivation D1. Alors, il y a une augmentation de l'amplitude de la partie positive en V1 et V2. Ça, c'est l'hypertrophie auriculaire droite. On appelle hypertrophie auriculaire droite, on va voir tout à l'heure le schéma, onde P pulmonaire. Maintenant, l'hypertrophie auriculaire gauche, c'est un aspect en double bosse. Double bosse, comme celle du chameau, double bosse, bifide en D1, D2, AVL, avec augmentation de la partie négative, et qu'on appellera donc bifide, parce qu'elle est positive et négative, donc avec augmentation de la partie négative en V1 et V2. Alors, voici les deux composantes. Voilà une onde P. Voilà la première composante. Et voilà la deuxième composante. Alors, la première composante, c'est la dépolarisation de l'oreillette droite. La deuxième composante, c'est la dépolarisation de l'oreillette gauche. Quand on fusionne les deux, ça donne une onde P normale, positive en D1, D2,
arrondi et symétrique. Arrondi et symétrique. Maintenant, regardez l'hypertrophie auriculaire droite. On a dit qu'il y avait une augmentation de l'amplitude. Regardez l'amplitude ici normale. Dans l'hypertrophie auriculaire droite, l'amplitude est augmentée de façon importante. La durée est normale. Il n'est pas touché la durée dans l'hypertrophie auriculaire droite. L'amplitude maximum du long P, on la calcule au niveau de la dérivation D2. C'est surtout en D2. Éventuellement D3, AVF et V1. L'hypertrophie maintenant auriculaire gauche. On a dit c'est un aspect en double bosse. Voilà l'aspect en double bosse. Voilà donc l'aspect en double bosse. La deuxième composante de l'hypertrophie auriculaire est la composante gauche, de l'oreillette gauche. Voilà la première composante. Voilà la deuxième composante. Et là, bien sûr, ça donne un aspect bifide. C'est-à-dire en double bosse. L'amplitude est normale. Peut-être que l'amplitude est un peu augmentée pour la deuxième composante, mais en tout cas, on considère qu'elle est normale. Et ce qui est important, c'est que la durée, bien sûr, est augmentée. La durée est augmentée. Alors, l'hypertrophie ventriculaire gauche s'observe en D1, en D2, en AVL et en V1. Donc, ce sont les dérivations où on voit mieux l'hypertrophie auriculaire gauche. Maintenant, dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, qu'est-ce qu'on va voir? Je vous ai montré la dernière fois qu'il y avait donc le test, millivolt. Ça, c'est un test 1 millivolt. Ici, nous avons V1. D'emblée, nous avons déjà une hypertrophie auriculaire gauche. Auriculaire gauche, regardez bien. Ici, l'aspect n'est plus en double bosse, comme on l'a vu tout à l'heure, mais l'aspect bifide. Bifide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une positivité et une négativité. Bifide. Cette négativité est due à l'inversion de l'axe de la deuxième composante de l'onde P. C'est-à-dire que la deuxième composante de l'onde P correspond à l'oreille gauche. Alors, on va distinguer deux types d'hypertrophie ventriculaire gauche. On va voir les critères. Hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique. Il va y avoir une augmentation de l'amplitude de l'onde R en V5, V6 et une accentuation de l'amplitude de l'onde Q en V5, V6. Avec une onde T positive et très positive. Lorsque vous avez cet aspect en V5, V6, vous allez parler d'hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique. Quand est-ce que l'hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique se voit? L'hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique se voit
au cours de l'insuffisance mitrale. Elle se voit aussi au cours de l'insuffisance aortique. Elle se voit aussi au cours de la persistance du canal artériel. Et voici la surcharge systolique. Regardez la différence entre la surcharge diastolique et la surcharge systolique. Je vous laisse un petit moment de comparaison. C'est comme le jeu des 7 erreurs. Regardez quelle est la différence entre cet aspect et cet aspect. Je vous répète que nous sommes en V5 ou V6. D'abord, il n'y a pas d'onde Q, alors qu'ici, l'onde Q est profonde. Deuxièmement, l'onde T, ici, est positive, alors qu'ici, elle est négative. L'onde R est toujours, ample et très ample. L'onde R est toujours ample et très ample. Et l'onde T est négative. Donc, ici, l'axe de QRS s'oppose à l'axe de l'onde T. Alors, nous allons voir sur ce tracé quelques critères de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Alors, la question que je vous pose, on voit tout de suite V5 et V6 pour dire si elle est systolique ou diastolique. Alors, est-ce qu'elle est systolique ou diastolique? Elle est systolique. Pas d'onde Q en V5, V6. Onde T négative. Onde R, présent. Hypertrophie ventriculaire gauche type systolique. L'hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique se voit dans quelle pathologie? Elle se voit dans la sténose aortique. Elle se voit dans la coarctation de l'aorte. Elle se voit dans l'hypertension artérielle, dans la cardiomyopathie obstructive, dans les sténoses sous-aortiques. Donc, toutes ces pathologies-là, ou supra-aortiques, là, il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. Et regardez très bien sur ce tracé. Qu'est-ce que vous voyez aussi? Vous voyez que l'onde S en V1 est très ample. En V1 et V2. La transition est déviée vers la gauche. Rappelez-vous que la zone de transition, je vous ai dit, se faisait généralement en V3. Là, elle est vers V4. Transition, je vous rappelle, c'est lorsque l'onde R est égale à l'onde S. Et regardez bien ici que l'onde S en V1 et V2 est très ample. Alors, si on calcule l'amplitude de l'onde S avec l'amplitude de l'onde R maximale entre V5 et V6, je prends V5 parce que c'est la plus importante, je vais avoir un indice qu'on appelle l'indice de Sokolov, qu'on va voir tout à l'heure. Et je vais vous donner les valeurs. Maintenant, on va aller vers les dérivations dites périphériques des membres. Elles sont au nombre de 6. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Et regardez ce qui se passe. Si on voit l'axe de QRS, là, on va voir que l'axe est compris entre D1 et D2, avec donc une possibilité de se rapprocher de D2. Il se rapproche un peu de D2, il est plus maximum en D2 qu'en D1. Donc, il y a entre D1 et D2. Ici, entre D1 et D2, ça fait 60 degrés. 60 degrés. À peu près,
s'il se rapproche de D2, on va aller vers à peu près 70 degrés. Donc là, l'axe est compris à peu près à 70 degrés. Maintenant, vous voyez que l'on D3 est égal à AVL, à peu près. Même amplitude, c'est à peu près égal. Donc, l'axe est au milieu de D3 et AVL. AVL est à moins 30, D3 est à 120. Donc, la moitié entre moins 30 et 120, ça fait à peu près, disons, 80, donc on se rapproche de 70. Voilà. Nous voyons bien ici que l'onde T est négative en D1 et D2. Ce n'est pas normal. Parce que ici, comme on voit ici, l'axe de l'onde T est inversé par rapport à celle de QRS. Et on voit bien qu'elle est positive en AVR, alors que l'onde T est négative en AVR. Voilà. On va continuer. Ici, nous avons à peu près donc un autre aspect moins évocateur d'hypertrophie ventriculaire. Maintenant, hypertrophie ventriculaire droite. Alors, l'hypertrophie ventriculaire droite, nous allons commencer par la périphérie, D1, D2 et D3. Il y a une déviation axiale droite. Nous avons vu que dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, il y avait une déviation axiale gauche. S'il y a une déviation axiale droite, il y a un isodysphasisme en D1, donc l'axe est perpendiculaire à D1. Il est positif. Il est entre D1 et D2, puisqu'ils sont égaux, entre 60 et 120. Et s'il est perpendiculaire à D1, à peu près, il est aux alentours de 90 degrés. Donc, il est aux alentours de 90 degrés. Donc, je répète, l'axe est perpendiculaire à D1, puisqu'il y a un isodysphasisme. La positivité est égale à la négativité. Donc, s'il est perpendiculaire à D1, il est soit à moins 90, soit à plus 90. Il ne peut être qu'à plus 90 parce qu'il est entre D2 et D3, puisque D2 est à peu près égal à D3, à peu près. Donc, il est à mi-chemin entre D2 et D3, donc il est à 90 degrés. Donc, mon axe est à 90 degrés, il est à droite. Donc, il est à droite pour un adulte. Alors, nous allons donc voir ce qui se passe en tricordial. Voilà V1. Est-ce que c'est un aspect normal d'un électronormal en V1? Non. L'aspect normal en V1, c'est quoi? C'est petit r, grand S. Ici, nous avons un aspect, au contraire, de grande onde R. C'est une onde R importante et unique, exclusive. Avec quoi? Avec une onde T négative. L'onde T est négative. Donc ça, c'est un aspect qui n'est pas normal. C'est un aspect d'une hypertrophie ventriculaire droite de type systolique. Pourquoi de type systolique? Parce qu'il y a une augmentation de l'onde R importante et une négativation de l'onde T. Si on va vers V6 maintenant, vers V6, nous avons une onde S profonde. Alors qu'en V6, on a un aspect soit QRS, soit un aspect grand R, petit s. Là, on a un aspect grand R, grand S. Donc, il y a des ondes S profondes en V5 et V6.
l'onde T étant positive. Alors, il nous reste 10 minutes, on continue. Oui? Oui? Il y a une question? Très bien, on continue. Dès que les 10 minutes se terminent, vous restez branchés. On va le temps que je me reconnecte. Très bien. Alors, que voyons-nous sur cet électrocardiogramme? Alors, je vais l'interpréter avec vous, tout doucement. L'axe de QRS, ici, est à droite. Pourquoi? Parce qu'il est entre D2 maximum et D3. Il est entre D2 et D3. Mais il se rapproche un peu plus de D3. Il est entre le milieu de D2 qui est à 60 et 120. Donc, il est à peu près à 90 degrés. S'il est à 90 degrés, je vois VF. Effectivement, en AVF, il y a une positivité unique. Donc, mon axe est à peu près, bien sûr, je n'ai pas calculé de façon fine, et ne peut être que négatif en AVF. Donc, il est à peu près à droite. Donc, mon axe est à droite. Je vais vers V1, et je vois qu'il y a une onde T, une onde R unique, plus une onde T négative. Ah, ça, c'est pas normal. Donc, ici, je dis que j'ai un aspect R exclusif en V1, onde T négative. Et quand je vais vers V5, V6, je remarque qu'il y a quelque chose d'anormal en V5, c'est qu'il y a une onde S profonde, bien qu'on ne la voit pas ici. Et cette onde profonde, regardez bien, c'est une onde S profonde. Donc, j'ai des critères d'hypertrophie ventriculaire droite de type systolique, étant donné que j'ai un aspect R exclusif en V1, onde T négative. Et regardez aussi une autre anomalie. Que voyez-vous ici, mes chers étudiants? Vous voyez une onde P qui n'est pas normale, elle est bifide. Mais la première composante de l'onde P est plus importante que la deuxième. Donc, il y a une hypertrophie auriculaire droite associée. Ici, voici, nous allons analyser cet électrocardiogramme en périphérie. Vous voyez bien d'emblée que nous avons une augmentation de l'amplitude importante de l'onde P. Alors, mes chers étudiants, on appelle ça onde P pulmonaire. Quand il y a une amplitude de l'onde P en D2 supérieure à 2,5 mm, on appelle ça onde P pulmonaire. Alors, regardez bien, c'est pas normal, c'est une onde P pathologique. Ici aussi, l'onde P est très ample, donc c'est une onde P pulmonaire. Et en AVF, regardez, elle est très importante alors que QRS est pratiquement nul. Où est l'axe de QRS? On va voir s'il est à droite ou pas. L'axe de QRS est perpendiculaire à D2, puisqu'il y a un isodiphasisme. Il est un peu négatif, presque perpendiculaire à D2. Il est négatif en V1, en D1, il est négatif en AVF. S'il est perpendiculaire à D2 et qui va vers D3, à 60 degrés, D2 est à 60 degrés. On va rajouter 60 degrés plus 90, ça nous fait 150 degrés. Et si je vais vers AVR, ben je vois qu'AVR est positif. Il ne peut être que positif, donc c'est un axe hyper droit. Voilà un axe hyper droit, avec une onde P, une hypertrophie auriculaire droite, déjà. Donc ça, c'est déjà un électro d'une pathologie droite. J'ai terminé avec les dérivations périphériques, je vais vers les dérivations précordiales. Quelles sont les anomalies?
je vois que l'onde P ici est diphasique. Mais je n'ai pas la négativité traînante, comme tout à l'heure, de l'hypertrophie auriculaire gauche. Non, je n'ai pas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un aspect diphasique, positivité et négativité, comme vous le voyez, avec une positivité plus importante que la négativité. C'est une hypertrophie, je confirme, le diagnostic d'hypertrophie auriculaire droite que nous avons fait en périphérie. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un aspect R sur S. Donc, il y a une onde R très importante, alors qu'elle ne doit pas exister. L'onde R doit être petite. Donc, il y a une onde R très importante, une onde S très importante. Et là, le rapport R sur S en V1 est à peu près égal à 1. Et on voit bien qu'en V5, il y a une onde S très profonde. Je demande à ce que les micros soient éteints. S'il vous plaît, éteignez vos micros. On voit bien qu'en V5, les ondes S sont profondes. Voilà, donc les ondes S sont profondes en V5, V6. Donc, c'est un tracé typique d'une hypertrophie auriculaire droite associée à une hypertrophie ventriculaire droite de type systolique. Regardez en bas un D de long, on a fait un D de long, et dans ce D de long, c'est le même aspect qu'ici, regardez cette onde P pulmonaire. Là, il faut vraiment la mettre dans votre cerveau. C'est une onde P qui est augmentée d'amplitude, mais dans la durée normale. Ça, c'est une onde P pulmonaire. Alors, dans quelle pathologie on voit une hypertrophie auriculaire droite, une hypertrophie ventriculaire droite? La pathologie que vous devez citer à l'examen, c'est bien sûr la sténose pulmonaire. Bien, nous avons parlé la dernière fois, ça va être une petite révision, de l'ischémie et de la lésion. Alors là, il s'agit d'une ischémie, lésion sous-endocardique. L'ischémie, je vous ai dit, c'est l'onde T. L'onde T ici est très ample. Elle est positive. Donc, il y a une ischémie sous-endocardique. Ici, ischémie sous-endocardique. Et il y a en plus une lésion sous-endocardique. Alors, quand il y a une lésion sous-endocardique, le segment ST est sous-décalé. Le segment ST est sous-décalé. Vous voyez comment il est sous-décalé. Le point J qui est là, on a vu le point J la dernière fois, est sous-décalé par rapport à la ligne isoélectrique qui est en pointillé. Donc, le diagnostic final ici, c'est ischémie. L'ischémie, c'est l'onde T. Si l'onde T est positive, l'ischémie sera sous-endocardique. Et si le segment ST est sous-décalé, eh bien, là, ça va être une lésion et on va parler d'ischémie, lésion sous-endocardique. On va arriver maintenant à l'infarctus du myocarde. Il reste une minute. Hein? Donc, dès que ça coupe, vous restez toujours en ligne. Je vais me rebrancher juste après. Alors, l'infarctus du myocarde, je vous donne la définition. C'est une nécrose ischémique du myocarde dont l'étendue dépasse 2 cm². Je répète la définition. C'est une nécrose ischémique, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt de la circulation du myocarde dont l'étendue dépasse 2 cm². Alors, il correspond généralement à une thrombose occlusive. Il correspond généralement à une thrombose occlusive brutale d'une artère coronaire. Regardez bien, cette phrase est